Dans ce deuxième épisode du podcast Les engagés de l'économie sociale et solidaire, nous allons parler de la loi ESS adoptée en 2014. Pourquoi cette loi ? Quelles en étaient les caractéristiques ? Que peut-on en dire aujourd'hui ? Deux experts pour évoquer ce sujet. Nous accueillons Frédéric Tiberghien. Je rappelle que vous êtes président de FAIRE. Donc FAIRE agit pour une finance inclusive au service d'un meilleur impact social et environnemental. Vous êtes membre du bureau ou du conseil d'administration de nombreuses associations ou fondations d'entreprises. Vous êtes président fondateur de l'ORS, l'Observatoire de la RSE depuis 2000. Et évidemment, vous connaissez bien les thématiques de la RSE et de l'investissement socialement responsable. Je rajoute que vous avez été président adjoint de la section des travaux publics du Conseil d'État et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Jérôme Sadier, vous êtes délégué interministériel à l'économie sociale et solidaire. Vous êtes membre du Conseil supérieur de l'ESS. Vous avez été conseiller spécial et chef de cabinet de Benoît Hamon, qui était alors ministre de l'économie sociale et solidaire et de la consommation. Et vous avez joué un rôle actif dans l'élaboration de la loi ESS. J'ajoute que de 2014 à 2018, vous avez été directeur général de la Mutuelle nationale territoriale. Jérôme Sadier, commençons par vous. Première question, pourquoi en 2014 a-t-on adopté une loi pour l'économie sociale et solidaire ? Eh bien, d'abord parce que les acteurs en ont fait la demande. Ça faisait déjà quelques années qu'il y avait des travaux qui avaient été engagés d'ailleurs sous le quinquennat précédent. Et en fait, ce groupe de travail avait déjà préfiguré quelques orientations pour ce qui pouvait être une loi. La loi, c'est un engagement du candidat François Hollande et en 2012, lorsqu'il nomme Benoît Hamon ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, assez vite est engagé le travail sur la rédaction d'une loi. Donc il y avait la demande des acteurs, ça c'était la première chose, et cette demande des acteurs, elle reposait sur une envie de reconnaissance. Alors peut-être que l'envie de reconnaissance, ça ne suffit pas à faire une loi, à vrai dire. Mais en tout cas, c'est comme ça que les choses ont commencé. Et puis au fil des discussions, des échanges avec les acteurs, et puis parce que le ministre a pris la main et son positionnement à Bercy n'était pas complètement neutre dans l'affaire, ce que nous avons décidé de faire, parce que j'étais dans son équipe, c'est de faire, au-delà de la reconnaissance, une loi qui reconnaisse l'unité de l'ESS autour de principes de gestion économique, de principes de gestion d'entreprise. Et donc, au-delà des statuts particuliers des mutuelles, des associations, des coopératives, nous avons fait en sorte que l'article 1 de cette loi définisse l'économie sociale et solidaire comme un mode d'entreprendre avec des caractéristiques communes, comme par exemple évidemment la non-lucrativité ou l'encadrement de la lucrativité, la redistribution des bénéfices, et puis au-delà de ça, la démocratie comme mode de gouvernance participative et par ailleurs l'utilité sociale. Voilà. Donc c'est autour de ces grands principes que s'est organisée la reconnaissance et la définition de l'économie sociale et solidaire. Et puis dernier point, dans le contexte de 2012-2013, en fait, on était quand même dans une réflexion d'après-crise, puisqu'il y avait la crise financière 2008-2009, avec des conséquences économiques réelles. On avait pu observer à l'époque la résilience des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui étaient moins touchées que celles qui étaient liées au marché financier. Et donc, il y a eu aussi l'ambition de faire une loi de développement de l'ESS dans ce contexte post-crise. Donc, c'était une loi attendue du plus grand nombre, dans un contexte social, économique et politique très particulier, avec la nécessité de poser un cadre ? Attendue des acteurs, c'est sûr, au moins pour la partie reconnaissance. Et puis, je pense que cette loi a gagné un autre public, puisqu'il y a eu aussi à ce moment-là une prise de conscience qu'un autre fonctionnement économique était souhaitable. Peut-être que tout le monde n'est pas dans cette hypothèse-là, mais néanmoins, ça a rencontré un certain public, et aujourd'hui, on le voit avec notamment les plus jeunes qui veulent entreprendre, ils se rattachent souvent à l'ESS, alors avec peut-être quelques ambiguïtés sur ce qu'ils peuvent mettre derrière le terme ESS, en tout cas l'envie d'entreprendre autrement, de travailler autrement, de consommer autrement, se synthétise aujourd'hui dans l'aspiration à l'économie sociale et solidaire. C'est la fameuse quête de sens que l'on entend si souvent sur les lèvres des générations de trentenaires, de personnes de 20 ans. Et juste une précision, l'ESS, c'est bien 2,5 millions d'emplois. Oui. C'est ça. Et environ 200 000 entreprises. Je me tourne maintenant vers vous, Frédéric Tiberghien. Alors, l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS,
Comment est-il né? Quelle est son histoire? Son histoire, c'est une histoire de respiration de l'économie sociale et solidaire, puisque jusqu'à 2014, on considérait qu'elle était limitée aux 4 grandes familles traditionnelles, les associations, les coopératives, les mutuelles et les dernières venues que sont les fondations. Et il y a eu tout un débat sur le point de savoir est-ce que certaines entreprises commerciales à but lucratif donc pouvaient être ou non rattachées à l'économie sociale et solidaire. Et l'article 1er de la loi a ouvert une petite respiration à l'ESS en disant qu'elle peut inclure un certain nombre d'entreprises commerciales qui répondent à toute une série de conditions. Et parmi ces entreprises, il y a celles qui sont agréées ESUS. Et de fait, aujourd'hui, quand on regarde, la majorité des entreprises agréées ESUS sont des entreprises privées qui poursuivent un but d'utilité sociale. Alors, l'article 11 de la loi définit des conditions pour être agréé ESUS. Il y en a une dizaine. J'en retiendrai 2 qui me paraissent les plus importantes. Premièrement, il faut justifier que le but d'utilité sociale a un impact sur le compte d'exploitation de l'entreprise. Donc, il y a des coûts supplémentaires qui diminuent sa rentabilité. Et le deuxième, qui est très intéressant parce qu'il distingue les entreprises ESUS des autres entreprises qu'on connaît, traditionnelles, il y a un encadrement des salaires, une grille des salaires entre les 5 mieux rémunérés de l'entreprise et le reste, c'est un coefficient 7 et 1 à 10 entre le dirigeant et le salarié le moins bien payé. Donc, c'est aussi une volonté de partage équitable de la valeur créée avec des règles de répartition et de limitation des salaires. Donc, ce sont des entreprises qui ont une finalité d'utilité sociale, qui sont obligées de réinvestir au moins la moitié de leurs excédents dans le projet. Et donc, c'est une catégorie qui n'a pas eu le succès escompté. Le gouvernement avait annoncé à l'époque qu'il espérait 10 000 créations d'entreprises agréées ESUS. Aujourd'hui, on en compte 1600. Il y en avait 1000 avant la loi. Donc, ça n'a pas eu le succès escompté pour plein de raisons. La première, c'est que cet agrément reste quand même assez complexe à obtenir. Deuxièmement, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Puis troisièmement, beaucoup d'acteurs estiment que les avantages liés à ce statut sont très limités, puisqu'en réalité, il n'ouvre droit au financement par la finance solidaire, et puis pour certaines, accueillir quelques jeunes en service civique. Donc certains disent, mais l'avantage n'est pas suffisant, et donc beaucoup d'entreprises ne le demandent pas. Donc voilà le bilan qu'on peut faire. L'accès notamment à l'épargne salariale solidaire n'était pas suffisamment conséquent, pas suffisamment appétant, vous pouvez nous expliquer? Alors parce que l'agrément ESUS s'est substitué à un agrément antérieur qui s'appelait agrément entreprise solidaire et dont le principal mérite était de donner accès au financement issu de l'épargne salariale. L'épargne salariale, quand un salarié bénéficie d'un accord d'intéressement ou de participation dans son entreprise, il peut mettre les montants correspondants dans un plan d'épargne d'entreprise individuel ou collectif. Et dans ces plans, vous avez ce qu'on appelle des fonds solidaires, où vous avez 90% des placements qui sont faits sur des titres cotés sur les marchés financiers et 5 à 10% sur des titres solidaires qui financent notamment des entreprises agréées ESUS ou à forte utilité sociale. Et donc, les organisations syndicales ont toujours soutenu le développement de ce type d'épargne en disant que ça finance des entreprises qui autrement ne seraient pas financées et qui font du bien à la société. Donc, c'est l'origine de cet agrément. Jérôme Sadlier, vous souhaitez apporter un complément, une précision? 2 compléments rapides, un de nature historique, parce que dans le cadre de l'élaboration de la loi, il y avait un débat parallèle qui consistait à savoir s'il fallait un label ESS. Au-delà de la définition telle qu'elle existe aujourd'hui, qui se rattache à des principes de gestion, qui s'incarnent dans des statuts la plupart du temps, il y avait un débat sur la question d'un label qui aurait été un label de vertu, entre guillemets. Et le débat a été tranché assez vite, en fait. Néanmoins, il en est subsisté l'idée qu'il puisse y avoir au sein d'une ESS qui est assez large et très diverse en termes d'activité économique, qu'il puisse y avoir des entreprises, je ne sais pas s'il faut dire avant-gardistes ou en tout cas plus exigeantes que les autres, qui formulent les choses différemment, qu'il puisse y avoir au sein de l'ESS, même si l'agrément ESUS n'est pas réservé à l'ESS au sens statutaire du terme, qu'il puisse y avoir cette espèce de compartiment de jeu, entre guillemets, qui soit un peu plus encadré. Et puis il y avait une arrière-pensée, pour ainsi dire, dans le fait que nous soyons allés chercher l'ancien agrément entreprise solidaire qu'évoquait Frédéric à l'instant, pour se dire en gros sur quoi on pourrait baser des politiques entre guillemets, de discrimination positive en faveur de l'ESS.
la définition de l'ESS n'y suffisait pas, puisqu'en fait, elle était extrêmement large et regroupait des activités extrêmement diverses, pas toujours qualifiées d'ailleurs en termes d'utilité sociale. Et donc, on s'est dit, si on veut demain avoir des politiques fiscales favorables, des accès réservés au marché public ou à la commande publique de manière générale, etc., avoir accès à la finance solidaire, il faut qu'on aille chercher autre chose. D'où l'idée de partir de cet agrément qui était un peu, pas désuet, mais enfin qui n'était pas très dynamisé, on va dire ça comme ça. C'est là-dessus qu'on est allé fonder le nouvel agrément ESUS, avec les résultats que vient d'évoquer Frédéric, qui sont aujourd'hui un peu décevants, même si l'essentiel des acteurs qui en profitent sont des acteurs de l'insertion par l'activité économique, en fait. Autre apport de la loi, Jérôme Sagnier, si vous voulez bien poursuivre. Très rapidement, parce que Frédéric a fait un important travail d'analyse, pourra peut-être en parler encore plus précisément que moi, mais il y a beaucoup de dispositions sectorielles dans cette loi. C'est pas l'objet, je pense, de cet échange entre nous que d'en parler dans le détail. Moi, je sais, étant attaché au monde coopératif, qu'il y a une importante partie sur la modernisation du droit coopératif, liée notamment aux différentes formes de coopératives et d'activités. Moi, je retiens aussi, parce que c'est d'actualité, la création des pôles territoriaux de coopération économique dans la loi, parce qu'ils étaient déjà en germe, mais c'est la loi qui les a reconnus et qui a finalement installé cette forme d'organisation collective sur le territoire autour d'un objet qui est à la fois un objet économique, un objet social, associant les collectivités, d'autres types d'entreprises, pas forcément de l'ESS par ailleurs, autour, en principe, c'est comme un cluster de l'ESS, à vrai dire, au niveau territorial, et je pense que c'était... c'est toujours, parce que la ministre en charge vient d'annoncer 15 nouveaux lauréats. Il y a plus de 200 pôles territoriaux de coopération économique. Et donc, je crois que pour le coup, ça fait partie des succès modestes peut-être, mais quand même des succès réels de cette loi. Frédéric Tiberghien, quels sont les autres apports de la loi ? J'imagine qu'ils sont nombreux. Peut-être ceux qui vous semblent essentiels ? Alors, les apports de la loi sont nombreux, mais je vais me limiter à un aspect de la loi qui est intéressant parce que la loi a défini de très nombreuses notions. C'est une loi de structuration et de définition de l'économie sociale. Et c'est assez curieux de voir que le législateur se transforme en dictionnaire Robert et qu'il a besoin de mettre des définitions très détaillées pour un certain nombre de sujets. Alors, je vais prendre 3 ou 4 exemples de définitions pour montrer leur importance. Premier exemple très intéressant, c'est l'innovation sociale. Donc le législateur a défini l'innovation sociale à l'article 12 en expliquant que l'ESS, dans le fond, avait vocation à favoriser l'innovation sociale. Alors simplement, elle a été peu utilisée, cette définition, notamment par les pouvoirs publics, parce qu'on garde en France un déséquilibre fondamental entre l'innovation technologique qui est remarquablement financée, notamment par le crédit impôt recherche dont bénéficient les entreprises. Et ce que nous souhaitions, c'est d'avoir l'équivalent pour l'économie sociale, en disant l'innovation sociale est aussi importante que l'innovation technologique. Et donc là, la définition en a été donnée dans la loi, parfaite, mais le gouvernement et le Parlement n'en ont tenu aucun compte. Il y a eu 2 fonds d'innovation sociale qui ont été lancés par la Banque publique d'investissement, chacun de 20 millions d'euros. Ça n'a rien à voir avec les milliards qui sont consacrés à l'innovation technologique. Donc c'est un peu une définition intéressante, mais qui est restée un peu lettre morte. Deuxième exemple de définition très importante, c'est la première fois qu'on a défini ce qu'était une subvention à l'article 59. Alors l'objectif de la définition était de dire il faut répondre à une évolution inquiétante qu'on a constatée dans le financement des associations, qui est que, alors que le premier poste de financement était traditionnellement la subvention, il est en train de décliner au profit du marché public qui suppose une mise en concurrence des acteurs associatifs. Et donc, on a une diminution de la part relative des subventions et une augmentation du marché public qui change complètement la logique économique des associations. Et l'objectif de la loi était de remédier à cette situation et d'arrêter le déclin de la subvention pour expliquer que c'était un outil de financement normal. Ça a juste figé le déclin pendant la crise sanitaire, mais ça continue. Donc, il y a une définition très intéressante par une volonté de stabiliser le modèle économique, mais ça n'a pas eu la suite escomptée. Troisième exemple intéressant, c'est que la loi a ouvert pour l'économie sociale l'accès au marché public avec la possibilité pour les autorités qui font des appels d'offres de mettre des conditions économiques et sociales qui favorisent les acteurs de l'économie sociale, avec aussi des schémas de commande publique.
Et puis une autre définition que j'ai trouvée intéressante, parce qu'elle montre bien qu'une définition bien faite peut avoir des conséquences économiques, c'est celle du commerce équitable. Jusqu'à 2014, et moi le premier, je pensais que le commerce équitable était nord-sud. À travers la définition du commerce équitable, on a vu apparaître un commerce équitable nord-nord, et donc à peu près aujourd'hui un tiers des produits du commerce équitable sont produits fabriqués en France et diffusés. Donc ce qui prouve qu'en ayant des définitions, on peut aussi créer de l'activité économique. Et donc on a complété l'activité nord-sud avec une activité nord-nord. Et ça, c'est un des apports de la loi qui est rare et qui est intéressant de souligner. Très bien, merci infiniment Frédéric Tiberghien. Alors, autre question, quels sont les apports de cette loi pour les territoires? Écoutez, la loi, elle a permis de reconnaître le rôle des chambres régionales de l'ESS. Qui ne sont pas des chambres consulaires comme le sont les chambres de métiers, les chambres de commerce et les chambres d'agriculture, mais qui sont des organisations collectives constituées de l'ensemble des acteurs et réseaux d'acteurs de l'ESS au niveau d'une région, puisqu'elles sont chambres régionales. Et les CRES qui, en fait, avaient des missions un peu différentes, en fait, d'une CRES à une autre, ont été, grâce à la loi, d'abord reconnues. On leur a confié des missions légales d'accueil, d'information et d'orientation des porteurs de projets, voire des entreprises. On leur a demandé d'ailleurs de tenir aussi un registre des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et force est de constater que ça a permis aussi d'harmoniser, du coup, la constitution des CRES. En revanche, ce qui ne s'est pas passé derrière, c'est le fait de doter les CRES de moyens cohérents avec les ambitions de la loi. En gros, elles ont des missions quasi régaliennes, dans le domaine économique en tout cas, comme leurs consoeurs, autres chambres consulaires, mais en l'occurrence, elles n'ont aucun moyen pour faire fonctionner ces missions régaliennes, ce qui est fort regrettable. Ça n'a pas empêché les CRES de se développer et d'avoir des relations, notamment avec les collectivités territoriales, extrêmement fortes. Il y a des disparités encore territoriales, mais de fait, la loi a permis d'encourager et de soutenir quand même un peu le développement d'écosystèmes territoriaux favorables à l'ESS, et il me semble que c'était une avancée importante, de la même façon que la loi embarque avec elle le dispositif local d'accompagnement qui permet de soutenir les entreprises au plus près du territoire sur leurs besoins stratégiques. Et je pense que ce sont de belles avancées de la loi. Donc, nécessité de cohérence, nécessité de plus de visibilité, sans doute pour peut-être faciliter un certain essaimage, et peut-être aussi besoin de structurer l'économie sociale et solidaire. J'ajouterais à ce que vient de dire Jérôme, qu'un des objectifs de la loi était de structurer la présence de l'économie sociale et solidaire à la fois au niveau national et régional. Et au niveau régional, donc il y a eu, outre les CRES, deux points très importants. Le fait que les régions soient en charge d'élaborer une stratégie régionale de l'ESS qui doit se lire à travers leur schéma, et notamment leur schéma de développement économique. Et puis pour préparer tout cela, il y a des conférences régionales de l'économie sociale et solidaire sous l'autorité du préfet, avec tous les acteurs, les élus qui préparent tous ces outils. Alors, à cette occasion, donc je crois que c'est un pas en avant très important, mais qui a posé une difficulté sur laquelle je voudrais m'appesantir un instant. C'est que la loi de 2014 a défini l'économie sociale et solidaire à son article 1er comme un mode d'entreprendre et un mode de développement économique. Or, dans notre pays, la responsabilité économique, elle est dévolue aux régions dans la politique de décentralisation. C'est la région qui est le chef de file du développement économique. Et donc, postérieurement au vote de la loi de 2014, il y a eu la loi NOTRe qui a introduit un peu une contradiction par rapport à l'esprit de la loi de 2014, puisqu'elle a prévu que donc la compétence en matière de développement régional appartenant à la région, toutes les autres collectivités ne pouvaient plus intervenir sans avoir préalablement signé une convention avec la région. Et donc aujourd'hui, nous avons un grand mécontentement entre guillemets dans le monde de l'ESS parce que la loi NOTRe contredit peut-être la loi de 2014. Alors, c'est un vrai débat parce que si on dit qu'effectivement l'ESS est simplement un mode d'entreprendre, on comprend que la région soit chef de file et que les autres collectivités n'aient plus le droit d'intervenir, mais dans la loi, on trouve à l'article 8, précisément, dans les compétences qui sont habilitées aux régions, un autre volet, puisque les régions, dans leur schéma, peuvent intervenir en matière sociale, en matière d'éducation citoyenne, en matière de santé. Donc, par exemple, les
départements sont chefs de file depuis toujours en matière sociale. Et donc, on ne comprend pas qu'un département ne puisse pas intervenir, soutenir l'ESS dans sa dimension sociale sans passer par un accord préalable avec la région. Donc, ceci fait partie des difficultés d'application parce qu'en réalité, la loi de 2014 est donc ambiguë. D'un côté, elle dit que l'ESS est un mode d'entreprendre, donc c'est à dominante économique, mais d'un autre côté, elle dit qu'elle intervient dans plein d'autres domaines qui sont des domaines sociaux, culturels, éducatifs. Et donc, il y a là une contradiction qu'il faut lever. Et donc, ça met en jeu les rapports entre les différents niveaux de collectivité que la loi NOTRe a voulu simplifier, mais probablement en réduisant les compétences naturelles, et notamment des départements, mais aussi des intercommunalités. Donc, c'est aussi un débat qui est devant nous parce que nous invitons le législateur à remettre de l'ordre dans tout cela. Il n'est pas normal d'avoir à passer par la région pour intervenir dans le domaine social, par exemple. Alors, vous avez utilisé le mot législateur. En général, on ne lui associe pas forcément la vélocité. Comment fait-on maintenant ? Le législateur a le droit de perfectionner son ouvrage. Parce qu'en réalité, dans la loi de 2014, il faut bien distinguer deux parties. Vous avez toute une série de titres qui concernent les statuts des grandes familles. Alors là, le législateur est habitué à légiférer depuis très longtemps, ça fait 150 ans, et donc il y a des statuts récents qui sont encore à faire évoluer. Je pense à celui des SIC et des coopératives d'activité et d'emploi qui sont récents, qui méritent des ajustements. Mais simplement, le législateur a ajouté dans le titre premier des dispositions transversales qui sont nouvelles, dans lesquelles on trouve beaucoup de définitions, les compétences des régions, l'organisation nationale, et celle-là n'a pas été parfaite du premier jet, et donc dans les propositions que nous faisons, que fait le Conseil supérieur, quand il a évalué la loi de 2014, il y a de procéder à la révision d'un certain nombre d'articles du titre premier, mais pas de l'article premier qui est sur la définition, parce que cet article a rayonné hors dehors de France, donc ça c'est un point très intéressant, puisque cette loi a eu des effets. L'ONU a repris cette définition, l'Union européenne, l'Organisation internationale du travail. Donc la définition que nous avons aujourd'hui de l'économie sociale étant devenue pratiquement mondiale, je crois qu'il est très difficile d'y toucher. En revanche, il y a plein d'autres dispositions, comme par exemple celle sur l'organisation au niveau régional, qui méritent d'être changées, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation insatisfaisante. Jérôme Sadier, il y a des freins, on l'a vu, mais il y a aussi forcément des leviers. Comment entrevoyez-vous positivement l'avenir ? Écoutez, d'abord, cette loi, je pense, elle a permis, d'un point de vue un peu politique ou institutionnel, je ne sais pas comment il faut le dire, une forme d'unité qui n'était pas tout à fait au rendez-vous précédemment. Parce qu'avant, d'ailleurs, on parlait d'économie sociale ou on parlait d'économie solidaire. Les deux notions ayant des histoires assez distinctes, à vrai dire, et la loi a réunifié tout ça. Et réunifiant tout ça autour d'une même définition dont Frédéric vient d'évoquer la portée, y compris internationale à ce stade, elle a permis une unité également de la représentation de l'ESS en France, d'où l'organisation qui s'appelle l'ESS France, qui n'a pas été créée tout à fait par la loi, qui était reconnue par la loi, parce que ça y préexistait. Donc cette force-là, elle est importante, parce qu'elle se traduit au niveau national, se traduit au niveau des territoires, se traduit aussi d'ailleurs au niveau européen maintenant. Donc je crois que c'est un vrai point d'appui pour la suite. Dans cette loi, il y a plein de choses qui sont très intéressantes et utiles pour le développement de l'ESS. Ce qui nous manque aujourd'hui, de la part des pouvoirs publics et de l'État au premier chef, c'est la volonté de développer l'ESS en élaborant une politique publique de soutien à ce développement. Ça, c'est aujourd'hui, je pense, le principal aspect du combat des acteurs de l'ESS. Et puis, en parallèle, il y a notre responsabilité à nous en tant qu'acteurs pour savoir si et comment nous voulons faire en sorte que l'ESS se développe. Voilà. Sans tout remettre dans les mains de l'État ou même des collectivités territoriales dont c'est la compétence, il y a aussi notre responsabilité à nous collectivement de développer l'ESS en se rattachant finalement à notre histoire depuis plus d'un siècle, 150 ans même, comme disait Frédéric. On n'a pas toujours dans l'ESS demandé la permission à l'État de faire des choses, même à vrai dire, jamais. Tout ce qu'on a créé, on l'a fait tout seul. Et après, parfois, l'État est venu réglementer, créer des statuts par la loi, etc. Mais en fait, on a aujourd'hui, je pense que c'est ce sur quoi il faut que les acteurs s'appuient en étant fiers de cette loi,
des objectifs de conquête en fait de secteurs d'activité où on est peut-être déjà présent mais pas suffisamment, où on peut soustraire à la lucrativité forcenée ces activités-là pour les remplacer par une forme d'organisation économique et sociale plus compatible avec les enjeux humains, protection de l'environnement, etc. Et donc voilà, c'est à ça maintenant qu'il faut s'atteler. Ça nous concerne nous. Savoir ce que nous, on veut faire en tant qu'acteur de l'ESS, et puis ça concerne les pouvoirs publics, et notamment l'État, pour savoir s'il veut appuyer ses efforts pour être cohérent, non seulement avec le législateur, mais au-delà de ça, cohérent avec les enjeux du moment, quoi. Frédéric Tiberghien, un ajout peut-être en guise de conclusion, on vous écoute. Moi, je voudrais rajouter que, effectivement, la loi de 2014 avait, parmi ses 3 grands objectifs, un objectif de développer économiquement et socialement, en termes de création d'emplois, l'économie sociale. Alors, cet objectif n'a pas été atteint, puisque l'on constate que le poids dans l'ESS en 10 ans a plutôt régressé en termes de création d'entreprises et de pourcentage de l'emploi privé. Donc, la conclusion qu'on en tire, c'est que l'État n'a pas mis les moyens pour atteindre les objectifs et que nous demandons donc qu'il y ait une loi de programmation qui permette d'avoir une visibilité sur 5 ou 6 ans des crédits alloués pour financer le développement de l'ESS avec, par exemple, 2 points privilégiés, mais ce ne sont pas les seuls. J'ai parlé de l'innovation sociale. Nous avons besoin d'un financement beaucoup plus puissant pour favoriser l'innovation sociale. Et l'autre, c'est l'accès au marché public. Donc aujourd'hui, même si le mouvement est favorable, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur l'accès au marché public. Et puis, je crois aussi que, au-delà de cela, il y a de donner plus de marge de manœuvre aux différents acteurs, et notamment en matière de financement. Et donc, la loi avait ouvert des possibilités qui n'ont pas été toutes mises en œuvre, donc pour qu'effectivement, nous puissions financer des jeunes entreprises innovantes et d'autres, puisque beaucoup se créent. Aujourd'hui, les jeunes vont spontanément vers l'économie sociale, et c'est important, parce que je crois que la loi de 2014 a accru sa notoriété et son attractivité auprès des jeunes. Donc, il faut qu'on puisse, en corollaire, créer des entreprises et proposer des emplois à cette jeunesse qui a bien compris qu'il n'y avait pas que la concurrence et le profit comme règle de vie. Merci infiniment Frédéric Tiberghien, Jérôme Sadier pour ces clarifications. Merci pour les messages qui, nous l'espérons tous, seront entendus. Merci encore.